Nancy, début des années 2010. La prison Charles III est démolie. C'est la période, le parc pénitentiaire français change. Un peu partout, on rase les prisons historiques des centres-villes pour déplacer les détenus en périphérie dans des nouvelles prisons. 40 ans plus tôt, la prison Charles III était déjà au cœur d'une autre période charnière de l'histoire de la détention en France. Entre novembre 71 et la fin de l'année 72, une vague de mutineries sans précédent embrase les prisons. Sur 35 révoltes répertoriées, 2 vont marquer l'opinion. La première et la plus violente a lieu à la centrale de Toul, en Lorraine, au début du mois de décembre 71. La deuxième et la plus impressionnante éclate à peine un mois plus tard et 40 km plus loin, à la maison d'arrêt Charles III à Nancy, le 15 janvier 72. C'est en tombant sur des photos que je me suis intéressé à l'histoire. Mon père débutait à l'époque comme reporter photographe pour la presse quotidienne régionale. Il avait couvert la mutinerie de la prison de Nancy. Pour la première fois, des détenus déclenchent des mouvements collectifs, prennent le contrôle de leur prison, montent sur les toits à visage découvert et communiquent leurs revendications en s'adressant directement à la foule. Pour comprendre ce qu'il s'était passé, il fallait en discuter avec les premiers concernés. Les détenus, qu'on voyait sur les photos occuper les toits de la prison Charles III, ce fameux 15 janvier. Charles Hoffman, dit Jackie, avait 19 ans à l'époque. C'est lui qui reconnaîtra aux enquêteurs, avec beaucoup de courage et d'honnêteté, avoir émis le premier l'idée d'organiser une manifestation. C'est une révolte, se révolter des conditions lamentables qu'on vivait, etc. C'était ça la mutinerie. Richard Bauer avait 23 ans. Il fera partie des mutins les plus actifs et résistera jusqu'à l'assaut final. Une mutinerie, nous on est des mutins, tu vois. C'est comme sur un bateau, voilà. Une mutinerie, c'est sur un bateau ou dans une prison, c'est la même chose, quoi. Roberto Souzo avait 19 ans. Le matin du 15 janvier, il participe au mouvement de révolte déclenché par son ami d'enfance, Jackie Hoffman. On était tous d'accord sur le fait de tout casser. Là, tout le monde était d'accord là-dessus. Pour raconter la mutinerie de Toul, c'est un ancien de la pénitentiaire qui s'est proposé. Christian Payot était surveillant auxiliaire lorsqu'il s'est retrouvé confronté à la grande révolte qu'il vivra, selon ses termes, au plus profond de ses tripes. Il demandait quand même un assouplissement du régime, et ce qui était formidable, c'était qu'il le demandait pour les surveillants aussi. Il fallait commencer par comprendre pourquoi ces gens s'étaient retrouvés en prison, d'un côté ou de l'autre des barreaux, et donc disposer de quelques éléments de biographie. Oui, effectivement, moi je m'appelle Hoffman Charles, mais dit Jackie. Je suis natif de Tomblaine. Bon, mes parents avaient une maison, quoi, pas dans les quartiers dangereux ou quoi que ce soit, quoi. Bah, j'étais à l'école jusqu'à 14 ans. J'ai quitté le jour même de mes 14 ans. J'ai commencé à travailler dans une usine de meubles à Malora, de Tomblaine. Et puis comme j'ai resté une semaine, on a voulu me faire les chiottes, tout ça, je voulais pas. J'ai retravaillé comme garçon de bar, dans les bars de Nancy. J'ai fait pas mal de brasseries. Le Café Foie, Place Télécent, j'ai travaillé. Le bar de la Meuse, le Cheval Blanc, avenue du 20e cours. Rue des Ponts aussi, la Cigogne. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire le con. En fréquentant des gars, des personnes, etc. Parce que la première fois que j'ai monté, j'avais 16 ans. Quand tu dis la première fois que tu es monté à Charles III ? Oui, à Charles III, effectivement. C'est-à-dire que j'ai rencontré un copain que je connaissais sur le champ de foire qui me demande une paire de gants. Je lui dis, tu veux une paire de gants pour quoi faire ? Il me dit, on va voler une voiture. Alors pour moi, c'était impossible de voler une voiture. Et puis j'étais avec eux, voilà. Donc ils ont volé une voiture, c'était une 4L à boutons.
Et bon, on a fait les fous la nuit et tout ça avec. Ils ont posé la voiture et moi le lendemain, tout seul, j'ai voulu reprendre la voiture. Et moi je me suis fait marron, c'est moi qui ai monté. Donc j'ai fait 3 mois, je suis ressorti, puis 15 jours après j'étais remonté. On m'a dit pourquoi tu piques des 4L, pourquoi tu prends pas des DS? Alors j'ai dit oui, mais il y a un Neyman dessus. On m'a dit mais non, tu prends une lime à ongles. Et tu fais comme ça. Quand je suis sorti, j'ai essayé et puis ça a marché. Quand je suis arrivé à l'armée, déjà mes parents me disent, déjà j'ai été longtemps après, parce que moi j'étais qu'en tôle et puis elle me dit, t'es convoqué 3 jours à Commercy, c'était. Ma mère me dit, prends ton linge, etc. Tu restes 3 jours. Je dis, moi je resterai pas 3 jours, le soir je reviens. Je suis passé devant le gradé, là, je sais pas qui, dans un bureau, il commence à bien me parler. Je lui dis franchement, j'ai écouté, vous le savez, je sors de prison. Je dis, moi j'aime pas d'être commandé, et puis à l'armée, vous me mettrez que dans votre trou. Je dis, parce que moi je n'écouterai personne. Oh, faut pas parler comme ça, faut penser à faire un FPA, il m'a dit, là. Quand j'ai vu qu'il me parlait comme ça, j'ai radouci mon ton. J'ai dit oui, puis il m'a dit, je vous exempte. Puis le soir même, on m'a dit, faut attendre, ils vont donner l'étiquette. J'ai rien attendu du tout, j'ai parti. Puis j'ai fait que ça, je sortais, je restais 3 mois dehors, 4 mois. Voilà, je crois que c'était des peines comme ça, je restais pas en plus, puis je remontais, puis jusqu'au jour de la mutinerie, que j'étais. Moi, je suis né du quartier Saint-Ève, le quartier le plus malfamé de Nancy, on peut dire. On était toujours repérés, il y avait toujours la police qui descendait là, il y avait toujours des problèmes, Autrement, j'ai pas demandé à venir là, moi. Ma mère travaillait aussi là, sur place, et puis elle faisait les ménages, et puis il fallait qu'elle se démerde pour me la bouffer, Et comme elle avait du mal, moi je me servais à droite, à gauche, j'allais à droite, à gauche, et puis je faisais le con, Ça a commencé comme ça. C'était plutôt les petits délits, les petits larcins, mais rien d'important, à mes yeux, Moi, j'ai travaillé un petit peu, j'ai travaillé au papier peint Jarvis, j'ai travaillé en imprimerie, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, j'avais pas assez de sous, ça rentrait pas assez, puis je voyais que je tombais, moi, le salaire de la peur, ça m'intéressait pas, Et puis j'avais du monde autour de moi aussi, J'avais du monde. Et puis on se lâchait pas entre nous. Quand il y avait quelque chose, on y allait tous ensemble, On partageait les frais, c'est tout. J'ai bougé un petit peu partout dans les prisons. En gros, j'ai bougé un petit peu partout. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas, il fallait que je ramène ma gueule partout, Et j'essayais de faire un petit groupe et puis essayer de bouger, Je suis issu d'une famille d'Espagnols, de réfugiés politiques. Donc moi je suis né en France. J'étais scolarisé en France jusqu'à l'âge de 14 ans. Après j'ai eu des difficultés avec mes parents. On m'a dit si t'es pas content, tu prends la porte. Et c'est ce que j'ai fait, Donc du coup je me suis retrouvé à la rue, sans domicile, sans toit. Et puis j'ai été recueilli par des gens la nuit. Donc des voyous, proxénètes, prostituées de la place Saint-Ève, qui m'ont accueilli à bras ouverts. Puis c'était l'escalade dans la délinquance, en commençant par des petits délits, vol de voiture, après cambriolage, puis après, bien sûr, prison. Mais avant ça, j'avais été déjà en maison de correction. Et mes parents avaient fait une demande auprès du juge des enfants pour me trouver une place dans une maison de correction. Et puis entre-temps, j'ai été travailler comme fromager dans le Jura. Là, j'étais bien. Et puis un jour, comme une place était libérée entre-temps, on est venu me chercher pour me mettre en maison de correction, à Chenauve. Donc je me suis évadé de là-bas une première fois. Je me suis fait rattraper à Lyon. On m'a remis au centre. Je me suis réévadé une deuxième fois. Je me suis retrouvé à Marseille. Et là-bas, bien sûr, pour vivre, j'ai commis aussi des délits. Je cherchais à m'embarquer sur un bateau, parce que le rêve de tout jeune, aller à l'étranger. Bien sûr, sans papier mineur, il n'y a personne qui m'a pris, sur un bateau.
Et puis donc de là, revol et reprison, mon parcours, c'était ça, c'était un suicide social, quoi. Toujours peu de liberté, beaucoup de prison. J'ai eu une vie difficile. J'étais considéré comme un gosse de la rue. Je me suis fait dans la rue. À 14 ans, j'ai passé le certificat d'études primaires, qui était un diplôme pour ne pas être un bon à rien, comme on disait à l'époque, tout ça et tout. Et j'ai pris la filière habituelle qui existait à l'époque. J'ai fait apprenti charcutier. C'était 3 ans, travail de 6 heures à 20 heures pour nourrir loger. Donc je disais toujours à mon patron, moi je voudrais te payer à l'heure. Quand je fais 1 heure, je veux bien avoir 1 heure. Alors il me disait toujours, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Et un jour, je dis, je fous le camp. Bon, quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a dit, tu t'iras en prison parce qu'on n'a pas le droit de... C'était déjà un truc, on n'a pas le droit de couper un contrat. Voilà ce qu'on faisait croire en 58 à des apprentis qui avaient un contrat de 3 ans et qui ne l'honoraient pas. Et là, j'ai été travailler dans une entreprise d'agglo. Et on travaillait aux pièces, on était 4 par machine. Il fallait faire 500 panneaux aux pièces, des agglos à peu près 20, 40. On disait, il faut marcher à 100 à l'heure pour gagner à peu près sa vie. Donc c'était un travail, même encore aujourd'hui, quand je repense à ce travail, tout ça et tout, j'étais marqué toute ma vie par le travail. Le travail au sens propre, tous les métiers que j'ai fait après, j'ai 189 trimestres dans tous les domaines. Ils ont été, pour moi, ça a été, par rapport aux agglos, c'était du délice, Et puis là, je me suis dit, je peux plus rester, il faut que je m'engage. J'ai fait des interventions en Algérie. Et souvent, j'avais envie de dire, je tiens pas le coup. Parce que ce que je rencontrais dans les parachutistes, c'était un peu ce qui se passait dans les prisons. C'était la violence. À mon retour du conflit saharien, comme j'avais eu 3 ans sans revenir en France, le paquet de permission, c'était 6 mois de permission. Donc je m'étais inscrit à l'école de police de Sens pour faire le stage. J'ai fait que le stage. Puis après, je vois une annonce dans l'Est républicain. C'est dommage que je l'ai pu. Une annonce, mais comme ça, en 68, 67, 68, on cherche que l'administration pénitentiaire cherchait des surveillants ou des chefs de travaux. Donc, je réponds à l'annonce, tout ça et tout. Ma mère derrière, t'as du boulot, tout ça et tout. Et compte tenu des agglos, compte tenu de l'Algérie, compte tenu de partout où j'étais passé, je me suis dit à moi, je ne vais pas me mentir à moi, je me suis dit, tu vas prendre l'emploi là, parce que voilà enfin un métier où, je suis désolé, mais voilà un métier où tu fais rien. Et puis il y a un petit truc aussi que je m'étais dit à l'armée, il y avait toujours une excuse. Dans la police, dans le stage, il y avait toujours une excuse. Et là, c'était peut-être un peu bête ce que je vais dire, c'est que je m'étais dit, là, je vais avoir affaire à des gens qui ont commis des délits. Je ne pensais pas qu'il y avait d'erreurs judiciaires à l'époque. Je dis, là, au moins, il n'y aura pas d'excuses. Voilà la mentalité qu'on peut ramasser comme ça au fil d'une expérience, tu sais. Au fil d'une expérience. Les révoltes de l'hiver 72 vont être relayées et soutenues à l'extérieur par le GIP, le groupe d'information sur les prisons. Fondé le 8 février 71 par le sociologue Daniel Defer et son compagnon, le philosophe Michel Foucault, le GIP sera la première organisation militante à se pencher sur la situation des prisons françaises. Leur but, faire sortir clandestinement de l'information des prisons, avec la complicité des détenus, pour pouvoir en dresser un état des lieux et alerter l'opinion. Le groupe d'information sur les prisons émerge dans un contexte tendu d'incarcération massive de militants gauchistes de l'après 68. Le GIP va se retrouver dans le collimateur du gouvernement Pompidou. Ces militants sont surveillés et régulièrement arrêtés. Pleven est alors garde des Sceaux, c'est lui qui essuiera de plein fouet les révoltes.
Daniel Defer a accepté de nous recevoir chez lui à Paris pour évoquer l'aventure du groupe d'information sur les prisons et ses liens étroits avec les révoltes de l'hiver 72. C'était quand même impressionnant de pouvoir faire une enquête dans l'endroit le plus fermé et de la faire à l'intérieur des prisons et pouvoir faire entendre la parole des détenus sortis clandestinement. Cette enquête que vous faites est presque clandestine, je crois. Eh bien, elle n'est pas exactement clandestine, elle est en effet tout à fait officieuse, car notre problème, ce n'est pas tellement d'avoir des données objectives. Notre problème, c'est de faire en quelque sorte parler les détenus, de leur donner, pour la première fois, je crois, le droit à la parole. Et pour les faire parler, est-ce que il faut nécessairement que vous ayez la collaboration des autorités des prisons? Non. Alors c'est là où notre entreprise est un peu clandestine, c'est que, avec l'aide d'un certain nombre de familles de détenus, avec l'aide aussi d'avocats, avec l'aide également de gens qui travaillent dans les prisons, médecins, psychologues, etc., employés même des maisons de détention, eh bien nous arrivons à faire passer des questionnaires aux détenus qui expriment ce qu'a été leur expérience et ce que sont actuellement leurs revendications, et les détenus commencent à nous envoyer spontanément des textes, des récits, des fragments d'autobiographie, des passages de journaux. Et nous avons l'intention, dans quelques jours, en tout cas dans quelques semaines, de lancer comme ça en France une sorte de petite feuille légèrement underground, dans laquelle on publiera en quelque sorte à l'état brut ces textes de la détention, donner le droit à la parole à tous ces gens que l'on a en quelque sorte exclus du discours, exclus de la parole. Et avec tous ces documents que vous avez en votre possession actuellement, vous en arrivez à la conclusion que les prisons en France sont extrêmement archaïques. Oui, sont archaïques, sont médiévales. Je ne sais pas d'ailleurs s'il peut y avoir de bonnes prisons. Je tiens en principe que toute répression est mauvaise. Je tiens également en principe que tout État est répressif. Et de là, je conclus que tout État est mauvais. Je me rappelle qu'il y avait une mère de famille qui avait 2 enfants emprisonnés à Fleury-Mérogis, et tous les samedis après-midi, elle venait de très loin aller voir ses fils à Fleury-Mérogis, et elle revenait ici voir Foucault pour lui raconter les bribes d'informations qu'elle avait obtenues de ses fils sur la prison de Fleury-Mérogis. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai militantisme des familles, et progressivement, on a proposé aux familles des modes d'action politique, manifestations, prise de parole à la mutualité. C'est un registre d'action politique qui n'était pas habituel dans le contexte de ce qu'on appelle le droit commun. Au fur et à mesure que des révoltes éclatent, des groupes d'information sur les prisons autonomes se constituent en province, à Marseille, à Lyon, à Toulouse ou à Nancy. D'ailleurs, le GIP, j'ai fait partie du GIP, moi, du groupe d'intervention des prisons. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors, tu as témoigné? J'ai fait 2 réunions, anciennement la salle du cinéma, je ne sais pas si vous vous rappelez, le Rex. On a discuté pas mal des prisons, etc. Il y a eu des trucs d'écrits. Voilà. Le GIP publiera en tout 5 brochures, dont un cahier de revendications sorti des prisons lors des récentes révoltes, qui reprendra, entre autres, les revendications des mutins de Toul et de Nancy. Il y a eu 35 révoltes, qui ont été plus ou moins petites. Il y en a dont on n'a su la réalité que par les archives de l'administration. On n'a pas vu dans la presse 35 révoltes. Mais c'est en lisant les archives de l'administration qu'on a su qu'il y en avait eu 35. Donc on n'était pas partout en contact. Mais lorsque c'était dans une grande ville, on pouvait réagir. Non, on n'avait aucun droit. On était privé de tout, de liberté et de droit aussi. On n'avait pas le droit à la parole. Si on l'ouvrait, c'était le miteur direct. On n'avait aucun contact avec l'extérieur. Pour ceux qui avaient des parloirs, c'était des parloirs hygiaphones, et donc qui étaient écoutés. On ne pouvait pas dire, même dans le courrier était censuré. On n'avait aucun moyen d'être au courant de ce qui se passait dehors, parce qu'il n'y avait pas de journaux. Avant la révolte, il n'y avait pas de journaux. On n'avait aucun jeu de société, pas de jeu de cartes. Quand on faisait des cartes, on les faisait avec des cartons, on dessinait les symboles dessus. Et voilà, et quand la moindre fouille, ils nous prenaient les cartes. Il n'y avait rien. Voilà. Mai 1945. Principe formulé par la Commission de réforme des institutions pénitentiaires françaises. Article 3.
Le traitement infligé aux prisonniers, hors de toute promiscuité corruptive, doit être humain, exempt de vexation, et tendre principalement à son instruction générale et professionnelle et à son amélioration. Il n'y a pas de droit. Le droit, c'est le directeur. C'est tout. C'est le directeur qui commande. Si vous écrivez même une lettre à un magistrat, à un procureur, pour vous plaindre ou quelque chose, on la renvoie au directeur. Bon, si vous avez dit quelque chose contre l'administration, on vous punit. On dit vous avez menti, on vous punit, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Ça n'existe pas de procureur qui se dérange, on vous a brutalisé, on vous a fait ça. Non, 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 ça n'existe pas. D'abord, ils n'y viennent pas dans les prisons. Quand ils viennent, nous, on ne peut pas les voir. Ils vont manger au mess ou boire avec le directeur. Personne ne les voit. J'ai jamais vu un type se promener dans l'atelier et me dire, je suis procureur, vous avez quelque chose à dire. J'en ai jamais vu, moi. J'ai passé autant de temps dehors que dedans. Voilà. Et je vais avoir 50 ans. Il n'y a aucun droit, absolument aucun droit. Vous êtes là pour être puni. Dans une prison, c'est pour vous punir. C'est pas seulement vous pouvez de liberté, c'est pour vous punir. On vous tient là, on vous apprend rien, vous n'apprenez pas de métier, rien du tout. Vous ressortez comme vous étiez, ou pire, et c'est tout. Ça a révolté tout le temps, j'étais contre eux, je me laissais pas en faire non plus. Hein. Je répondais, etc. Et puis, moi, ils m'ont défoncé aussi. Hein. Je me suis fait taper, on te mettait une claque dans la gueule... pour un rien dans les moments-là comme ça. Hein. T'avais juste le droit de la fermer. Hein. On te mettait un rapport, le surveillant te prenait, t'emmenait directement au mi-temps. Hein. De mon époque, le mitard, c'était une cellule vide, un matelas dans la cellule la nuit, la journée t'as rien. Et bon, bah, toute la journée, tu te fais chier, quoi. Tu tournes en rond, juste tout t'épuises, bah, tu t'allonges par terre, carrément même le sol. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien. Et les fenêtres, c'était des fenêtres pas qui se fermaient à l'intérieur, de dehors. C'est-à-dire que c'est le surveillant qui les fermait. Alors en plein hiver, bon, on ouvrait, puis vous étiez bleu dedans. Hein. On pouvait pas fermer. Hein. Et si tu fais le con, ils sont même amenés à te foutre à poil dans la cellule, carrément, quoi. La journée comme la nuit. Et même te priver ton matelas la nuit aussi. Et à manger un jour sur deux, bien entendu. Hein. C'est pas tous les jours. Aujourd'hui, tu mangeais, le lendemain, tu mangeais pas. La faim, c'était terrible. Hein. Les soirs, c'était une potée des épinards ou des patates avec un bol de soupe. Alors la soupe, on regardait à travers. Le pain rassis, hein, on n'avait pas de pain frais hein, quand ils nous donnaient le morceau de pain. Il était de la veille, hein, il le stockait exprès, il venait frais. Hein. Il rentrait frais, mais le pain d'aujourd'hui, on vous le donnait le lendemain, pour pas que vous l'ayez frais. Il y a combien de temps que vous êtes ici? En prison, ça fait 4 mois. 4 mois? Oui. Oui. Pour une affaire de voiture? Oui, une voiture. Oui. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans et quelques mois. Et vous travaillez dans cet atelier-là? Oui, je travaille dans l'atelier. Oui, c'est ce qu'on appelle le chauffoir un peu, hein? Oui, oui, c'est... Et il y a du boulot pour tout le monde? Oui, il y en a qui travaillent, il y en a qui se chauffent autour du poêle. Puis ils attendent. Ah oui, ça. Et puis tout le monde attend. Le boulot en prison, c'est exploité, mais si tu veux quelque chose, si t'as pas de thunes, toi, il y a personne qui t'aura des thunes, eh ben, tu le fais et puis c'est tout, quoi. Tu le fais, ça te permet de gagner 2-3 rondelles et puis d'acheter ce qu'il te faut, quoi. Il n'y a jamais de chômage, il n'y a jamais de grève, rien du tout. C'est toujours des salaires qui existaient il y a 20 ans. On n'est jamais augmenté. Moi, je prétends qu'on travaille beaucoup plus que dehors parce qu'on est obligé de ne pas quitter sa place. Il faut demander l'autorisation pour aller au WC pendant le travail. On a un surveillant sur le dos toute la journée. Il faut travailler à la chaîne, sans arrêt, sans arrêt. Et si jamais vous ne travaillez pas, vous êtes puni pour mauvaise volonté au travail et vous perdez votre place. Si vous perdez votre place, alors vous crevez de faim dans la prison, puisque le peu d'argent que vous gagnez, ça vous permet simplement de vivre, de survivre dans la prison. Le détenu est égoïste, mais par force, c'est le système qui le rend égoïste. Parce qu'on lui fait toujours croire qu'il peut gagner une grâce et tout. Donc il ne s'occupe plus de son voisin, il cherche à suivre une ligne, tout. Il a besoin de gagner de l'argent. S'il fait une bêtise qu'il est puni, il perd sa place. Donc il veut rester à la place qu'il a, même s'il gagne très peu, il veut la garder, c'est mieux que rien du tout. Donc ils sont égoïstes, chacun s'occupe de soi. C'est très rare. Et quand il y a un petit groupe qui sont solidaires l'un de l'autre, on s'arrange pour séparer ce groupe. On les met l'un dans un atelier, l'un dans l'autre, ou même on les transfère dans d'autres prisons.
un événement va mettre le feu aux poudres et déclencher les premières révoltes. Il a lieu dans l'Aube, à la centrale de Clairvaux, la nuit du 22 au 23 septembre 1971. Claude Buffet, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, et Roger Bontemps, condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour attaque à main armée, y sont incarcérés dans une même cellule. Cette nuit-là, Buffet et Bontemps montent une tentative d'évasion. Ils prennent en otage un surveillant et une infirmière et se barricadent dans l'infirmerie de la prison. Ils demandent en échange des otages la mise à disposition d'un véhicule et d'armes pour pouvoir quitter la centrale de Clairvaux. Le 22 septembre à 4h du matin, les forces de l'ordre donnent l'assaut et l'opération échoue. Buffet égorge l'infirmière Nicole Comte et le gardien Guy Girardot. Ils ont assassiné ma belle-sœur. C'est tout ce qu'elle a gagné. Ils l'ont assassinée, mère de 2 petits-enfants. Éventrée. C'est une honte, la justice et le pénitencier de Clairvaux. Le drame de Clairvaux provoque un tollé d'indignation et la peine de mort pour Buffet et Bontemps est réclamée à l'unanimité. Les 2 hommes seront parmi les derniers à être guillotinés en France, le 28 novembre 1972, dans la cour de la prison de la Santé. Mais avant le procès et l'exécution, l'affaire Buffet et Bontemps a des conséquences immédiates. La presse et l'opinion publique stigmatisent l'ensemble de la population carcérale. Tous les détenus deviennent des Buffet et Bontemps en puissance. À l'intérieur des prisons, les passages à tabac et les brimades se multiplient. Il s'agit pour la pénitentiaire de venger Clairvaux. Pour calmer la colère des surveillants, Pleven vote le 12 novembre 1971 la suppression des colis de Noël. Seul colis de nourriture de 5 kilos, préparé par les familles des détenus, autorisés à rentrer en prison le soir du réveillon. On avait droit à 5 kilos de bouffe. Et ils ont supprimé par rapport aux armes qui pouvaient rentrer dans les prisons, dans les colis. Parce que le colis, en fait, il était ouvert devant toi. Hein, et bon, un détenu peut se retrouver sur le colis tout de suite, et puis s'il y a une arme dedans, quoi. Mais moi, j'ai pas connu les problèmes de colis de Noël. Je peux pas en parler de ça. J'ai jamais eu de colis de Noël, moi. Et finalement, la mesure qu'a prise Pleven pour faire plaisir au syndicat de Maton, l'abolition des colis de Noël, la suppression des colis de Noël, a déclenché les révoltes que vous savez. Les mouvements de protestation contre la suppression des colis de Noël commencent à se répandre d'une prison à l'autre. Le 25 novembre, les détenus de la prison de Fresnes entament une grève de la faim. Le 1er décembre, la grève de la faim est générale au quartier haut de la Santé. On a organisé une manifestation contre la suppression des colis de Noël, place Vendôme, devant le bureau de la chancellerie, devant les bureaux de Pleven, et les révoltes ont commencé pratiquement en même temps que notre manifestation. Donc effectivement, l'administration a pensé que tout ça était extrêmement coordonné, mais on ne pouvait pas, nous, au sein du GIP, donner des consignes de révolte, parce qu'on n'avait aucun moyen de protéger les gens, et les répressions étaient quelquefois absolument énormes. Hein. Il y a eu les CRS entraient, tabassaient les gens au sang, donc on ne pouvait pas donner des consignes de révolte, et là, on ne pouvait que soutenir par un accompagnement d'opinion. Et l'accompagnement d'opinion a été très fort, et il y a eu une communication de l'intérieur-extérieur qui était inespérée. C'était notre souhait depuis le départ, on espérait bien. Et finalement, bon, ça s'est fait, ces révoltes, mais on ne pouvait que les espérer, on ne pouvait pas les encourager, on n'avait pas les moyens de les protéger. Après avoir commencé sa carrière de surveillant au centre pour détenus psychopathes d'Agneaux, en Alsace, Christian Payot est muté à la centrale Ney à Toul en 1970. Il y découvre une discipline froide et brutale orchestrée par Georges Galliana, un directeur qui traîne depuis la guerre d'Algérie une réputation de tortionnaire et qui avait déjà été la cause d'une tentative de révolte à la prison de Nîmes en 1966. Et à l'époque, il y avait quelqu'un de la région, il venait toujours me demander si je voulais permuter pour aller à Toul.
Donc je disais toujours non, moi, je suis bien avec nous, j'étais bien avec mes psychopathes. Puis si je leur remontais le moral, j'avais l'impression d'avoir donné un peu de santé à un malade. Et puis, parce que tout était trafiqué à Haguenau. Hein. Les surveillants infirmiers, il y en avait un, il avait été vraiment infirmier à l'armée. Puis il montrait aux autres comment faire. Hein. Alors c'était des piqûres de calmants. Des fois l'autre il disait arrête de mettre arrête, il dit casse 10 ampoules. L'autre, j'ai vu des types avoir la mâchoire bloquée par les médicaments. Donc le nouveau directeur, il me dit je fais ma demande de permutation. Puis il me dit c'est dommage, il me dit parce que je vous aurais bien vu infirmier. Je ne sais pas si j'aurais été capable, mais enfin. Donc je suis permuté, et de là j'arrive à Toul, à la centrale Ney. J'arrive, et là c'était le gorille, Bertrand. Il me dit où t'étais avant? Ben, j'ai dit j'ai fait l'armée, j'ai fait le stade. Bon ben c'est tout, on verra bien. Ici c'est pas Haguenau qui me dit. Et quand j'étais parti d'Haguenau, l'autre il m'avait dit à Toul, c'est tous des surveillants qui sont mutés disciplinaires, qui picolent, tout ça et tout. Donc ces surveillants, je les ai découverts, c'était des types qui étaient abrutis complètement par la discipline. Ils avaient peur de perdre leur place. Et la majorité, c'était des gens autour de Brulé, de Lucet, tout ça et tout. Leur revenu, quand je leur serrais la main, ils avaient des mains de laboureurs. Hein. C'était, quand ils tenaient le stylo, c'était même un tour de passe-passe, tu sais tout. J'avais des mains de cueilleurs de raisins, d'éleveurs de lapins, de bûcherons. Moi, je pense qu'ils étaient contents d'avoir le métier parce qu'ils comptaient sur une petite retraite et puis avoir un uniforme. Mais c'était des gens qui étaient complètement abrutis par le système. Hein. C'est pour ça que je suis un peu tolérant là, avec ces gens qui appliquaient une discipline. On peut être victime ou inconscient d'un dressage. Hein. On était dressé, tout ça et tout. Est-ce qu'on était bénéficiaire ou est-ce qu'on était victime? À Toul, c'est sûr, avec Galliana, sous Galliana, c'était la terreur. Hein. C'était la terreur, on pouvait pas faire autrement. Bah, le chef, c'était le chef. Hein, je sais pas. Bon, je cherche un mot. Déjà avant tout, c'était lui qui commandait. Hein. Il fallait que ce soit lui qui commande, qui suive tout, qui décide tout. Hein. Tout ça et tout. Mais pour moi, je le vois comme un homme digne, respectable. Mais alors, sans sentiment apparent. Hein. Je ne sais pas s'il en avait réellement tout ça et tout. Pour lui, le détenu, c'était le détenu. C'était ce que l'autre directeur m'avait dit à Haguenau. Hein. Je repasse tout ça et tout. Il disait ici, ils sont tous coupables. Hein. Il n'y en a pas un qui. Ils vont tous te dire qu'ils sont. C'est ma seule formation, moi. Hein. Rébellion ce matin à la prison centrale de Toul en Meurthe-et-Moselle. Les détenus, je vous le disais, après avoir occupé les ateliers, ont allumé un incendie. Pour la 3e fois en moins de 8 jours, des détenus de la prison centrale de Toul se révoltent. Ce soir, Michel Polaco, tout semble rentrer dans l'ordre. Sur les 532 prisonniers de la centrale, ce ne sont pas les plus âgés qui se sont rebellés, mais les plus jeunes. Que voulait-il? Le renvoi du directeur de la prison, l'amélioration du régime de leur détention. L'affaire des colis de Noël n'aura donc été qu'un motif. Les jeunes, dans le bâtiment des jeunes, ils massacraient tout le bâtiment, hein, tout le bâtiment. Comme ils soudaient, ils avaient fait des véritables lance-flammes. Même les gardes mobiles auraient laissé des plumes. Hein. Ils avaient fait un paquet d'armes, j'ai jamais vu faire des pics, tout ça et tout, puisqu'ils avaient les meules, ils avaient tout, mais c'était incroyable. J'aurais bien voulu même en garder chez moi, j'avais une collection d'armes à l'époque. Ils avaient fait des trucs incroyables, transformer en lance-flammes les chalumeaux, des trucs incroyables.
Le jour même, c'est plus Galliana qui commandait, hein. Ils étaient en direct avec Pleven. Les revendications des détenus de Toul sont simples. Ils réclament le départ immédiat de Georges Galliana, le directeur de la prison. Donc toute la journée, ça a duré comme ça. Et le soir, il y a eu un accord. Donc tous ces beaux monsieur, là, les parlementaires, là, sauf Galliana, ont été dire aux détenus, remontez, il n'y aura pas de sanction. C'est l'abbé Velten, aumônier de la centrale, qui, sur la demande des détenus, va jouer le rôle de médiateur avec la direction. Après de longs pourparlers, l'abbé va annoncer à la presse l'accord qu'il croit avoir obtenu. Il y avait des revendications légitimes, elles sont satisfaites. Le nouveau directeur est monsieur Divisia. Il assume personnellement et aussi longtemps qu'il le faudra la direction de la maison. Un préalable a quand même été posé, c'est qu'il n'y ait pas, bien sûr, de répression contre ceux qu'on dit les meneurs. Le chef vient vers 2h du matin, il dit on va aller chercher les meneurs. Il dit ceux qui ont des clés passent les premiers pour ouvrir les portes. Après ouvrir les portes des cellules. J'ai dit au gars avec qui j'étais, il me dit on a une clé, nous. Je dis attends 5 minutes. Le chef il dit je vais quand même pas vous fouiller. Ils étaient tous blancs les surveillants. Il y en a un qui disait oui j'ai une femme et des enfants, l'autre c'est comme dans un film. Alors le chef, pour que les surveillants qui disent qu'ils aient des clés, il dit n'ayez pas peur, les gardes mobiles vont monter derrière vous. Et le chef, il avait tous les noms. Il arrivait dans une cellule de 8, un tel, donc tu touches rien. Même pas une photo, rien du tout. Un tel, et puis je sais pas où ils les ont fait partir. Hein. Et ils ont foutu les affaires en l'air, hein, les photos, tous les trucs intimes qu'ils avaient, tout a été foutu en l'air, tout ça et tout. Hein. Donc le lendemain matin, les autres, ils manifestent aux fenêtres. Vous avez dit qu'il n'y aurait pas de sanctions. C'est ça la différence entre les promesses... Donc là, ils ont fait monter les gardes mobiles, à la galerie D exactement, parce que les détenus avaient réussi à enfoncer les portes, mais ils n'avaient pas pu sortir de la galerie. Et là, j'étais là, hein, c'est moi qui ai ouvert la porte blindée, tout ça et tout. Les gardes mobiles, ils montaient, il y en avait qui avaient des gants, hein, des types de 25 ans, hein. Il y en avait qui avaient le fusil. En 5 minutes, j'ai vu une crosse de MAS 36 cassée, avec des cheveux et de la peau sur la culasse. Des fois, je me dis, est-ce qu'ils n'en ont pas tué? Enfin, moi, j'ai ramassé des corps, tout ça et tout. J'étais les pieds... Il y a même des détenus qui appelaient les surveillants des Miradors. Ils disaient, nos surveillants, venez nous donner un coup de main. Ils voulaient juste manifester pour montrer qu'il fallait pas... qu'ils avaient promis qu'il n'y aurait pas de sanctions et qu'ils avaient enlevé les meneurs. Alors, la révolte de Toul, elle s'est faite en 2 temps. La prison des adultes, des plus vieux, qui eux étaient un peu respectueux, les choses s'étaient rentrées dans l'ordre, le directeur avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues comme d'habitude, mais ils savaient ôter leur casquette, ils étaient rentrés. Tandis que les jeunes ont fait absolument un mouvement qui n'avait rien à voir avec les mouvements de prison habituels. Ils ont fait la Sorbonne en 68, c'est-à-dire ils ont fait un sitting dans la cour, ils ont absolument refusé de rentrer et toute la nuit ils ont discuté des conditions pénitentiaires. Donc là c'était vraiment... un autre âge dans la politisation des prisons. Et ils étaient absolument en connivence avec leur génération. Parce qu'ils ont pris position en faveur de la cause des détenus, l'aumônier Velten, le pasteur Amédro et le docteur Edith Rose, psychiatre à Toul, se voient tous les 3 refuser l'accès à la prison le matin du 12 décembre. On accuse l'abbé de ne pas avoir alerté la direction que la révolte couvait à Toul depuis l'affaire de Clairvaux. Ne sachant rien, mais sentant le climat tendu de la prison, j'avais dit à monsieur le directeur lui-même, le vendredi 3 décembre, qu'il était à craindre que nous connaissions à Toul une nuit de Clairvaux. Donc, j'ai bien prévenu. Le docteur Edith Rose adresse une lettre ouverte au président Pompidou quelques jours après les révoltes. Michel Foucault et Simone Signoret financent une pleine page pour publier cette lettre dans les colonnes du Monde du 26 décembre.
Le scandale de l'utilisation de la ceinture de contention éclate alors en plein jour. Madame Rose, vous êtes docteur psychiatre à la prison de Toul et vous venez de prendre connaissance du rapport de la commission d'enquête sur les événements qui se sont produits il y a un mois. Avez-vous eu des témoignages concernant ces ceintures de contention de la part de collègues ou de la part d'infirmières ou... Oui, l'infirmière se plaignait à moi de ces contentions fort longues. D'autre part, les surveillants, plusieurs fois, m'ont dit qu'il leur était absolument insupportable d'aller nourrir à la cuillère un homme attaché depuis une semaine qui était dans ses excréments. J'espère qu'après cette affaire, cette triste affaire, tout le monde va faire son examen de conscience et qu'on va envisager des méthodes nouvelles pour essayer de réadapter à la vie courante ces malheureux. Moi, j'ai participé attaché quand même. Alors, ils avaient des trucs de contentieux, c'était pas les menottes je sais pas que c'est qu'ils avaient été chercher ça venait de Cayenne ou n'importe quoi, c'était des trucs un bracelet en fer, avec, il y avait un trou dans un truc, et puis il fallait visser un truc dessus, d'ailleurs on avait une clé, un peu comme les trucs d'ouvre-boîte, là, pour visser ça, tout ça et tout. Le gars, il pouvait pas dévisser ça, hein. Pas dévisser ça. Alors il y a des surveillants, le surveillant sympathique, c'est celui qui a enlevé une main pour le faire manger. Mais s'il avait 8 jours c'était pas... le surveillant, voilà, un surveillant sympathique, il lui disait « Je peux bien t'enlever la main pour te faire manger. Mais tu crois que ça va être bien parce qu'après tu vas faire tes besoins. » Voilà les dialogues que ça faisait, quoi. Mais dans quel régime sommes-nous pour que les aumôniers, les personnels, les psychiatres se taisent devant ces choses-là? Mais véritablement, c'est un univers qui déshumanise tout le monde. Et c'est vrai que je n'ai pas eu de sympathie pour tous les gens qui ont soutenu à l'extérieur du monde des détenus, parce que tous ces gens-là savaient et se taisaient comme si c'était une norme acceptable. Non, il y a quand même une quantité de choses intolérables. Foucault avait intitulé la collection du GIP « Intolérable ». Toutes ces choses intolérables qui étaient tolérées silencieusement par un nombre considérable d'acteurs de la justice, de la pénalité, de la religion, et il a fallu quand même la révolte anonyme des détenus pour que tout cela sorte. Le 13 janvier au soir, jour de la publication du rapport sur Toul, l'émission d'information phare de l'ORTF, L'actualité en question, consacre une édition à la révolte des prisons. Jean-Marie Domnac y représente de manière officieuse le GIP, jamais cité par le présentateur. Je souhaiterais une ou deux réponses à des questions très concrètes. Bien sûr. Ce que vous nous dites est très intéressant. Le système pénitentiaire ne marchera finalement que s'il y a des hommes, n'est-ce pas? Et alors là, je suis surpris, n'est-ce pas? Je suis surpris. Il y a un an, vouloir enquêter sur les prisons était une sorte de délit qui, personnellement, m'a conduit en état d'arrestation. Alors, je dis, nous sommes là, nous, les journalistes, pour parler de ces questions dans un sentiment, en tout cas, quant à moi, un peu gêné. Parce que s'il n'y avait pas eu la révolte de Toul, disons-le franchement, nous ne serions pas là. Alors, je repose ma question, à laquelle je m'excuse, j'ai eu des réponses sympathiques mais vagues. Qui est responsable? Il y a un an, c'était personne parce que tout marchait bien. Aujourd'hui, c'est le monde entier parce que partout dans les prisons, ça va mal. Alors moi, je voudrais poser une question beaucoup plus simple, beaucoup plus concrète. Comment se fait-il que le directeur de la prison de Toul ait été l'homme que vous savez, fort bien noté, je voudrais voir ses notes, d'ailleurs, et en bref, ma question est la suivante, n'est-ce pas? Qui est responsable des responsables? Parce que finalement, n'est-ce pas, s'il n'y a pas les hommes, et si l'on continue de mettre certains hommes à certaines places, tout ce que nous disons ici, excusez-moi, monsieur l'avocat général, tout ce que vous dites vous-même ne servira à rien. Domnac ne croyait pas si bien dire. Quelques heures à peine après cette émission, le 15 janvier au matin, la révolte éclate à la maison d'arrêt Charles III, à Nancy.
On avait entendu parler justement par des transferts ou par des visites au parloir qu'il y avait eu une révolte, je ne sais plus dans quel ordre que c'était, mais je sais qu'il y avait Clairvaux et Toul. Bah, c'est un gars qui est arrivé, Marnier Michel, et puis il était à Écrouves, lui. Il venait d'Écrouves, etc. Et ça avait bougé à Écrouves. Et puis moi, on était dans un réfectoire. Et je lui dis, mais comment ça se fait qu'à Écrouves, vous avez bougé, alors que moi, j'avais déjà été à Écrouves. Hein. À Écrouves, c'était des cellules individuelles, propres, et on avait la radio, alors qu'ailleurs, on ne l'avait pas, etc. Je lui dis, moi, j'ai été... Et puis, ça a parti sur le motif-là. Je dis, pourquoi vous avez cassé à Écrouves? Et puis, il me dit, et ici? Il me dit, regarde comment c'est, il n'y en a pas un qui bouge. Je dis, effectivement, ici, c'est crade, et on bouffe comme des cochons, etc. Il n'y en a pas un qui bouge. Et dans le réfectoire, je dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y en a pas un qui bougerait si on ferait quelque chose. Puis j'ai entendu une paire de trois qui disaient ouais. Alors je me suis levé et puis j'ai dit bon bah toi t'es capable de casser. Alors, on fait une mutinerie alors dans ces conditions-là. Puis il y en a une paire et puis moi j'ai donné rendez-vous et puis c'est moi qui ai fait partir la mutinerie en discutant, en leur disant bah écoutez puisque vous êtes tous comme ça on est partant et ben on pète demain. Voilà et on a discuté, on s'est mis tous sous le lit, on n'a pas dormi pratiquement de la nuit. Le surveillant est monté, il venait nous chercher pour ouvrir. Et puis quand il est arrivé, on avait prévu tout à l'avance. Hein. Ils sont arrivés, ils étaient deux, le kiné. Je me rappelle de son nom, quoi. Et on lui a dit, vous partez, c'est la mutinerie. Et on avait sauté sur les bancs, sur tout ce qu'il y avait. Et comme c'était un escalier qui descendait, et après c'était une voie sans issue qui arrivait, on a tout jeté en bas pour bloquer le passage. Et nous, on pensait revendiquer que nous. Mais ça a pris des proportions phénoménales. On n'aurait jamais pensé que ça aurait été aussi loin que ça. Hein. Parce qu'après, il y avait la forge qui était en bas. Hein, juste une fois qu'on avait bloqué, on avait la forge, ils ont pété la porte. Et puis on a eu accès aux masses, à tout. Puis on s'est retrouvés dans toute la prison. Hein. C'est comme ça que ça a commencé à casser. Hein. La mutinerie le matin, c'était au café, quoi. Quand ils ont donné le café, quand ils distribuent le café, quoi, le matin, hein, ils font cellule par cellule, ça a pété dans tous les sens, et puis là, il y a eu une volée de détenus, pof, moi j'ai même pas eu mon café. Hein, j'ai eu la porte qui s'est ouverte, c'est un détenu qui m'a ouvert la porte. C'est mon pote qui m'a ouvert la porte, il m'a dit Richard, viens, on bouge, voilà, puis voilà. Mais les matons n'étaient plus, les matons, ils se sont sauvés. Hein, ils n'avaient plus de clé, ils n'avaient plus rien. Parce que tu prends 2 matons parcoursives, quand tu as 10 détenus qui arrivent dessus, tu sais, les clés, ils les jettent et puis ils se sauvent. Hein, ils ont récupéré les clés, puis ils ont ouvert les portes. Quoi. Alors c'était étage par étage, puis c'était vite. Quoi. J'ai compris qu'il y avait une révolte par les bruits. Parce qu'il y avait généralement, tout est calme, c'est comme presque comme une tombe. Hein. Il y a, à part le bruit des clés, le bruit des grilles, c'est tout ce qu'on entend, hein, ou les sondages de barreaux. Mais là, il y avait des bruits inhabituels, un retard déjà dans le petit déjeuner, qui n'était pas habituel non plus. Et puis le brouhaha qui s'est amplifié de plus en plus, quoi. Et puis nous, de l'autre côté, quand on a entendu taper partout, on a entendu le bruit qui n'était pas habituel, on s'est mis aussi à essayer de défoncer la porte de l'arrêt. C'était l'arrêt 2. On y est parvenu, puis après c'était ouvrir toutes les portes qu'on pouvait ouvrir, pour que tout le monde participe justement, pour pas qu'il y ait d'innocents. Quand on a barricadé la porte, c'est la grande porte qui donne de la détention au bas. On a monté des plumards, quoi, en ferraille, jusqu'en haut du mur, quoi, enfin du plafond, pour que personne puisse rentrer. Et nous, on occupait les toits, donc il n'y avait plus personne qui pouvait passer dans la prison, quoi. On avait accès partout, toutes les portes commençaient à être ouvertes. Puis tout était ouvert, hein, même ceux qui étaient au mitard, on les a ouverts, etc. Hein. C'est parti comme ça, quoi. Ça a été une envolée de moineaux, et puis de là, on s'est retrouvés sous les toits, comme des toits. On connaissait, oui, on savait où c'est qu'on allait quand même, ouais. On a fait un trou au 2e étage, on est tous montés par là. Puis après, on a ouvert les portes de l'autre côté, quoi. Ça fait que tout le monde pouvait monter sur le toit. Imaginez un vieux bâtiment entouré du traditionnel mur d'enceinte qui donne sur la place Alexandre Ier à Nancy, des voies de chemin de fer et une rue dont les habitants d'avant-guerre
pouvait observer les exécutions capitales qui se déroulaient dans la cour de la prison Charles III, eh bien c'est le cadre dans lequel s'est déroulée aujourd'hui une nouvelle émeute de détenus. J'ai vu de la foule sur la place à côté de la prison, là, des gens qui étaient pour nous, qui nous soutenaient, qui nous encourageaient même. Et donc nous, on faisait des allers-retours entre le bas et le haut, quand on allait aux cuisines se servir à manger. C'était la razzia totale, quoi. La prison nous appartenait. On était maîtres de nous, quoi. Je sais pas, c'était d'exaltation, un peu de folie aussi. C'était top, quoi, c'était bien. Les suites sont venues d'elles-mêmes par le fait de tout le monde. Une fois après l'organisation, on a monté sur les toits, on a fait valdinguer les tuiles et puis on était sur les toits pour protester, puis pour montrer que ça n'allait pas. Et puis c'était trop parce que les surveillants, on était défoncés pour un rien par les surveillants, nous mettaient des coups quand même et tout, etc. La bouffe dégueulasse, les douches qu'on n'avait pas, l'hygiène, tout. Aujourd'hui encore, les prisons sont à la une. Cette fois, le vent de contestation qui souffle sur le système pénitentiaire français a atteint la maison d'arrêt de Nancy, Patrick Poivre d'Arvor. Oui, tout a commencé à 7h ce matin lorsque les 300 prisonniers que compte la maison d'arrêt de Nancy, qui est située en plein cœur de la ville, se sont mutinés et retranchés dans un des bâtiments de la prison Charles III. Jean-Claude Gélin, qui est notre correspondant à Nancy, est depuis le début de cette affaire sur les lieux. Alors, où en est-on maintenant ? Eh bien, les détenus sont toujours sur le toit, de ce côté-là, ça n'a pas bougé. Et maintenant, on peut dire que c'est le statu quo. Alors, entre les cars des CRS et les détenus qui sont sur le toit, il y a un no man's land d'à peu près 50 mètres environ, qui est jonché de débris de tuiles. Bon, je suppose que s'il y a quelque chose de nouveau, on se retrouve à 14h. Oui, j'interviendrai. Je me rappelle les barres de nougat qu'on avait, qui nous donnaient. On mettait des mots dedans, je sais pas s'ils les ont eu les journalistes et tout. Bon, on avait fait nos revendications comme ça, on a essayé de les balancer. Maintenant, on a vu des flics les ramasser aussi. Hein. Ça, mais on en a acheté pas mal. Hein. On a fait des banderoles, on a faim, oui, exactement. Les gens, ils étaient pas au courant de ce qui se passait dedans. Hein. La vétusté des lieux, etc. Sur le problème des prisons, qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense rien du tout. Vous n'en pensez rien du tout ? Aucune avis sur la question ? Non, aucune. Vous étiez à Charles III pendant la révolte ? Je les ai aperçus. Vous avez aperçu qu'est-ce qu'on avait pensé à ce moment-là ? J'en pense que s'ils veulent casser quelque chose, ils ont qu'à aller ailleurs ou bien ils ont qu'à pas rentrer dans les prisons. C'est votre avis ? Exactement. Vous auriez été plus dur ? Oh, bien entendu, oui. J'aurais pris une mitraillette, moi. Vous auriez pris une mitraillette, vous auriez fait dedans ? Ah oui, exactement, oui. Ça aurait fait 50 morts ou 20 morts ? Ça aurait fait les prisonniers de mort, ce serait tranquille, on n'aurait plus de prison. Les prisons ont toujours été comme elles sont maintenant, vous savez, même, je crois qu'elles sont même mieux que maintenant que dans le temps. Puis ceux qui sont dedans, s'ils ne se plaisent pas, ils n'avaient qu'à pas y rentrer. La moralité, je crois. Merci. Le mec, tu sais, il se révolte, il entend ça, il se dit mais putain, mais qu'est-ce qui se passe hein, je suis pas un criminel, j'essaye de défendre mes droits, c'est tout. Quoi. Prison Charles III à Nancy, puisque vous êtes resté combien de temps ? Un an. Vous êtes sorti il y a combien de mois ? 6 mois. Alors, comment ça se passe à l'intérieur de cette prison ? À l'intérieur de cette prison, c'est vraiment dégueulasse. On a du pain qui date de 15 jours, on a une tinette en plastique pour chier devant tout le monde, et il faut voir les mitards comment que c'est. Les mitards, la journée, vous n'avez pas de péage, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez rien. Enfin, est-ce que vous approuvez vos anciens camarades, les détenus qui sont là sur le toit, qui sont en train de tout saccager ? Moi, je les approuve. Moi, je les approuve parce que quelqu'un qui n'a pas été peut pas en causer, mais quelqu'un qui a été peut réellement en causer. Je peux vous demander la raison pour laquelle vous avez été condamné ? Ouais, pour vol. Un vol de mobilette. Et vous avez réussi à vous reclasser ?
les thunes, puis on s'est battu contre les CRS, voilà. Les détenus qui étaient sur les toits du greffe me lançaient des tuiles qui se cassaient. Moi, je récupérais les tuiles, je les jetais sur les voitures de police et sur les CRS, ceux que je pouvais atteindre, quoi. Les pompiers devant, j'avais même des collègues qui leur lançaient des tuiles sur la tête avec leur chien. Ils essayaient de nous repousser, mais ils n'ont pas arrivé. Bon, le pompier, il a descendu vite fait parce que je lui ai dit qu'il descende, quoi. J'ai dit, si t'es père de famille, qu'est-ce que tu t'occupes de la mutinerie? Il y en a un fouté ici. Ils sont descendus, quoi, ils n'ont pas fait d'histoire. Ils sont descendus avec les CRS qui nous ont vraiment bien bloqués, quoi. 4h et quelques, on était encore sur les toits. Si moi j'ai descendu, à cause des hélicoptères, j'étais un des derniers dessus quand même. Je les ai vus lancer les bombes, les trucs à crémoner, j'ai fumé là. C'est comme ça qu'on a descendu. Puis je me rappelle, je me vois descendre les escaliers, hein, moi. Le CRS en face de moi. Les fusils retournés. Et moi je ne peux pas dire des CRS et j'ai pas été frappé. Hein, les fusils retournés nous ont fait descendre. Hein, mais au cas où on ne descendait pas, ils nous auraient sûrement poussé. Mais alors, quand on a vu ça, on est bien obligé de descendre. Hein. Voilà. Alors c'était aussi l'apocalypse now, quoi, avec des hélicoptères. Ça a été la haie, l'invention, quoi. Hein, avec les CRS qui montaient la garde sur les toits, qui nous tenaient en joue de haut du toit. Puis voilà, quoi, pour le dénouement. Voilà, ils ont envoyé un hélicoptère, mais bon, ça s'est calmé. Jusque moi, mon pote, quand il a pris la grenade, il a failli tomber en bas du toit, mais c'est la fin de la mutinerie. Il y avait Jackie qui était avec moi, alors on l'a pris à deux, on l'a porté avec Jackie Hoffman, et puis on l'a descendu en détention, parce qu'il était bien blessé. C'est par rapport à ça que la mutinerie s'est arrêtée, autrement on aurait continué. Alors on l'a descendu en bas, puis après ils l'ont emmené sur une civière ou sur une table, je crois même. Je me rappelle plus bien. On voulait continuer, nous. On pensait tenir, hein. Ils ont eu la force, hein. Le calme est revenu ce soir dans une prison dévastée, pillée, où le toit est pratiquement arraché, la prison de Nancy. La violente mutinerie qui avait éclaté ce matin et qui n'est pas sans rappeler celle de Toul a été matée en début d'après-midi par la gendarmerie mobile. Ce matin donc, plusieurs dizaines de détenus avaient commencé à saccager l'intérieur des bâtiments, envahissant les ateliers, brisant tout sur leur passage et pillant la cantine et le magasin au vif. Et plusieurs d'ailleurs étaient ivres-morts au moment de l'arrivée des forces de police. La situation a été jugée suffisamment sérieuse par le garde des Sceaux pour que M. Pleven quitte Saint-Brieuc où il se trouvait et avance de plusieurs heures son retour à Paris. Le ministère de la Justice a d'ailleurs publié un communiqué dans lequel il estime que cette mutinerie n'est motivée par aucune cause sérieuse de mécontentement et dans lequel il déclare, et je cite ce texte, que certains éléments subversifs s'efforcent d'utiliser les détenus pour provoquer ou relancer une agitation dangereuse dans divers établissements pénitentiaires. 15h30 cet après-midi, ce même communiqué précisait, le garde des Sceaux fait connaître que les forces de l'ordre placées sous l'autorité de M. le ministre de l'Intérieur et de M. le ministre d'État chargé de la Défense nationale ont reçu l'ordre d'apporter leur concours au personnel de l'administration pénitentiaire avec tous les moyens et la fermeté nécessaire et de s'opposer à toute tentative de subversion dans les prisons. La mutinerie qui a éclaté ce matin parmi les détenus de Nancy, dit ce communiqué, n'était motivée par aucune cause sérieuse de mécontentement. Il est clair que certains éléments subversifs s'efforcent actuellement d'utiliser les détenus qui risquent d'en supporter les conséquences pour provoquer ou relancer une agitation dangereuse dans divers établissements pénitentiaires. Pas le savoir, hein. Nous, on n'avait pas de journaux, on n'avait rien, on n'a rien su, hein, après ils nous ont parqués, moi je me suis retrouvé transféré à Toul, là on est arrivé à Toul, qui nous ont foutu là-bas, j'ai resté 2 jours à Toul, de là ils nous ont pris, on était 4-5, 2 jours après, retransféré à Nancy, je dis tiens qu'est-ce qui se passe encore, transféré à Nancy, et puis on arrive là-bas, casse-croûte, hein. C'était carrément la haie, même pas les CRS, hein, ils étaient devant toutes les portes quand même, il n'y avait plus rien. Mais toute une haie de surveillants, et ça je vous garantis que c'est vrai. Hein. Moi je me suis retrouvé à poil complètement, je dis bien à poil moi. Dans l'allée, ils nous ont trépané, hein, à coups de choc par terre et tout, je me suis retrouvé. La tête comme ça, dans les mitors, il y avait 400 mecs qui étaient habillés parce qu'il n'y avait rien, hein, ils n'avaient plus rien non plus, mais ils étaient parqués comme ça.
C'est encore les gars qui, au bout d'une heure après, ils voyaient qu'on m'avait pardonné mes freins, qui ont frappé, qui ont gueulé en disant redonnez-lui voir ses habits, là. Voilà, c'était honteux. Hein. Et le directeur, tout ça, tout le monde était au courant. Hein. Il n'y a personne qui a bougé, qui a rien dit. Hein. Il le savait, hein, la haie d'honneur en arrivant. Ah non, là-dessus, ça a été des pourritures. Hein. Pour ça, quand on dit, ils savaient très bien qu'on avait raison. Ils savaient pourquoi qu'on faisait de mutinerie. Hein. D'ailleurs, j'ai rediscuté avec des anciens par la suite, hein, qui m'ont dit qu'effectivement, on a eu raison. Hein. Moi, des surveillants, mais ils m'ont dit, bon, c'est pas à nous à vous dire vous avez raison, mais il a fallu ça pour qu'il y ait du changement. Vous vous souvenez sans doute de l'agitation qui avait touché plusieurs prisons françaises à la fin de l'année dernière et au tout début de cette année 72. Elle avait posé le problème du rôle et de la place des prisons dans la société en général. Le gouvernement français prépare aussi, vous le savez peut-être, une réforme du régime pénitentiaire. À Nancy, 250 détenus de la maison d'arrêt Charles III, en plein centre de la ville, qui étaient surtout des jeunes, s'étaient révoltés. 6 d'entre eux passent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nancy. Une longue enquête de la police judiciaire de Nancy a abouti à ce choix. Ce seraient les véritables meneurs de la mutinerie, ceux qui ont décidé, la veille, d'entraîner leurs camarades à manifester. Ils auront à répondre de plus de 150 millions d'anciens francs de dégâts et de 5 blessés, 3 gardes mobiles et 2 détenus. Il fallait faire un exemple, ils en avaient marre que ça cassait partout. S'ils n'auraient pas fait l'exemple là, non, si ça aurait continué ailleurs. Hein. De toute façon, j'étais pas d'accord. Hein. Moi, c'était prévu que normalement, quand on revenait du tribunal, si j'étais condamné, je devais recasser. Mais ça n'a pas suivi, puis ils nous ont transféré le lendemain. Le lendemain, je me suis retrouvé à Fresnes, moi. Mais sinon, j'avais envie de recasser, hein, c'était OK. Hein. D'ailleurs, le jour où on est passé au tribunal, on avait réussi à faire la grève de la faim. On a fait faire la grève de la faim, mais tout le monde n'a pas suivi vraiment, il y a eu du fait. Mais moi, j'avais dit, si on est condamné, quand on rentre, on pète. Dans d'autres prisons aussi, des grèves de la faim en soutien aux 6 de Nancy se déclenchent. À l'extérieur, le GIP va suivre de près l'affaire de la prison de Nancy. À Paris, des manifestations sont organisées place Vendôme, sous les fenêtres de Pleven. C'est un membre du GIP de Nancy qui, depuis le pont des Fusillés, en face de Charles III, va suggérer à Jackie Hoffman de faire appel à maître Henri Leclerc, ténor du barreau parisien, pour venir à la barre du tribunal de Nancy défendre les 6 inculpés. J'étais en bas là quand ils m'ont fait donner les freins, puis 2-3 jours après, j'entends sur les ponts de Fusillés qui donnaient un, l'émetteur était en bas, et j'entends donc au mégaphone, là, maître pour défendre les détenus, etc. Puis j'ai arrivé à avoir à savoir, maître Henri Leclerc, voilà. C'est comme ça que je lui ai écrit et puis qu'il est venu me défendre. Je crois que ces 6 jeunes m'ont écrit. Je pense qu'ils étaient mis en examen, ils m'ont désigné, et je suis allé les voir, donc ils m'ont désigné, j'ai obtenu les permis de visite, et je suis allé les voir à la prison de Nancy, en même temps que je prenais connaissance du dossier. Et que j'ai découvert ce dossier avec un certain effarement. Je me vois encore découvrant la copie du dossier et découvrant les conditions dans lesquelles s'était déroulée la mutinerie, avait été réprimée la mutinerie et avaient été choisis ceux que l'on allait renvoyer devant le tribunal correctionnel. 2 fois je l'ai vu à la prison de Nancy, avant le jugement. Hein. Et puis je lui ai expliqué, suite à une visite, je lui ai expliqué que le directeur en discutant comme ça, qui nous avait retiré, je me rappelle plus exactement la somme, je sais plus si c'est 500 francs ou 600 francs, et il me dit, il a absolument pas le droit étant donné que vous passez en jugement. Alors, j'ai dit, ah bon? Et moi, j'ai demandé audience au directeur. J'ai dit, voilà, moi j'ai vu mon avocat, maître Henri Leclerc, nanana, et vous n'avez pas le droit de me retirer de l'argent. Vu que je passe au tribunal, il a tapé un coup sous la table, il a tapé comme ça, il a dit, monsieur Hoffman, ici c'est moi qui commande, c'est pas votre avocat. Ben, j'ai rien dit parce qu'on pouvait rien dire, j'ai sorti, mais le même soir j'écrivais à l'avocat, hein, moi. Je lui ai expliqué que le directeur avait dit ça, donc l'avocat m'a répondu, il m'a dit qu'il s'occupait de ça, et puis le directeur m'a remboursé. Et aux autres avec, les autres. À tout le monde, les 6 meneurs, il a redonné l'argent qu'il avait pris. Et en prison, moi j'ai reçu beaucoup de courriers de personnes de dehors, d'étudiants, etc., même de l'argent, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, etc. Ouais. Il était tellement évident que l'état de vie de ces gens-là était misérable, d'une part, que les
cause de la révolte était naturelle, en quelque sorte, et que ces gens-là, et que l'administration et la police avaient menti dans cette affaire, que nous menions une bataille de principe qui était une bataille de chair, de sang, de violence, que ce qui était posé, c'était le problème de la prison. Indépendamment de la bataille politique dont je viens de vous parler, il y avait la bataille pour ces gens-là, quoi. C'est-à-dire que je me retrouvais dans un procès ordinaire quand on défend des gens dont on a l'impression qu'ils vont être victimes d'une grave injustice. C'est un des grands procès de ma vie quand même s'il n'a duré qu'une petite après-midi. Et la thèse était, au fond, les prisonniers sont tranquilles, mais il y a des meneurs. Ce qui est une thèse classique de la part des hommes politiques, c'est la thèse classique qu'on a vue contre tout le mouvement révolutionnaire. Chaque fois que, quelque part, il y a eu un grand mouvement révolutionnaire avec des morts, et les grands mouvements ouvriers, les mouvements syndicaux, les massacres de fourmis et autres, chaque fois... c'est les meneurs qui sont accusés, n'est-ce pas? La classe ouvrière serait gentille s'il n'y avait pas des meneurs. Et cette dénonciation des meneurs est quelque chose d'absurde. C'est la technique de la désignation de l'armée, en moins grave. On en a pris un sur 10, quoi, voilà. Maître Leclerc, maintenant l'audition des témoins est terminée, on va donc passer au réquisitoire et puis à vos plaidoiries. Quel est à cette heure du procès votre sentiment? Disons qu'il y a une première remarque que l'on fait, vous êtes vous-même venu à plusieurs fois, vous avez dit plusieurs fois, de même que votre collaborateur, Maître Renaud, que les 6 inculpés qui étaient là, disons, n'étaient pas en nombre suffisant. Oui, Maître Renaud et moi-même sommes bien convaincus, je pense comme tout le monde ici, qu'en réalité on a pris 6 inculpés, et que ces 6 inculpés sont en quelque sorte les boucs émissaires de l'ensemble de la prison de Nancy. Alors je ne sais pas si les magistrats seront convaincus de cela, nous n'avons pas encore entendu le réquisitoire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un certain nombre de prisonniers sont venus dire qu'au fond tout le monde était d'accord, que ça a été décidé sans qu'il y ait de meneurs, et qu'on ne comprend pas très bien pourquoi 6 malheureux sont aujourd'hui là. Il semble qu'ils soient les boucs émissaires de la prison Charles III, mais aussi les boucs émissaires de l'ensemble des révoltes qui se sont passées dans les prisons, et qu'on veuille leur faire payer à eux cette révolte dont les causes sont ailleurs. Henri Leclerc, donc quand je l'ai eu, il m'a dit, écoutez, est-ce que ça vous intéresserait que j'ai un confrère qui serait d'accord pour venir? Et je crois qu'il a commencé ses études chez Alberno. Hein, c'était son vieux patron de son Voilà, il m'avait bien expliqué tout ça, il m'a dit ça serait super et tout ça. Ben, j'ai accepté, j'ai dit tout de suite oui. Et je me rappelle d'Alberno, c'était déjà une personne âgée, hein, petit, qui était venu au tribunal. Ils ont fait une plaidoirie, mais vraiment excellente. Puis pour tout l'ensemble, ils l'ont fait. Hein. Vraiment, pour les 6 meneurs, c'était super. Et puis la vérité était dite, hein, là. Hein, quand ils disent attention, on attend ça je me rappelle, dans certaines prisons, ils attendent le verdict. Ont été condamnés à la suite de la révolte de Nancy Michel Magnier, 20 ans, ouvrier rectifieur, Charles Hoffmann, 20 ans, sans profession, Jean Depoux, 26 ans, coiffeur, Gilbert Villiers, 24 ans, soudeur, Gilbert Lapointe, 23 ans, peintre, Daniel Jacques, 22 ans, chaudronnier. Tous, sauf un, étaient en prison pour vol. On avait tout pour nous, mais il fallait qu'on soit condamné. Ça a été ça. Hein. J'ai pensé que on était parti de beaucoup plus haut et que leurs intentions étaient de massacrer ces gens-là. Et qu'on se trouvait avec ce qui a été considéré à l'époque par les journalistes présents, par les habitués du système judiciaire qui étaient présents comme un verdict clément, qui me révoltait bien évidemment, mais je savais bien que je n'obtiendrais pas que tout le monde se mette à plat ventre et qu'on dise on s'est trompé. Bien. Finalement, on n'a pas fait appel d'ailleurs de cette décision. Finalement, on n'a pas fait appel parce qu'il nous a paru imprudent de faire appel. On avait envie de faire appel, pour renouveler notre protestation, pour renouveler le discours. Mais j'ai été voir ces jeunes aussitôt après, et on a dit c'est absurde de prendre un risque comme ça. Bon, 6 mois,
C'est horrible de le dire, mais ils avaient 6 mois, on va faire. Mais je pense que les révoltés de Nancy ont cette... ils ont amené la réforme des prisons, une réforme importante. Je crois que ce combat qu'ils ont mené a amené les premières réformes dans les prisons, parce que tant que ces combats étaient des combats menés par les intellectuels parisiens, des bobos, ne disait-on pas encore, ça n'avait aucune chance. À partir du moment où ils ont eu peur, ils se sont rendus compte de ce qu'étaient les prisons. Moi, j'ai l'impression qu'un homme comme Pleven ne savait pas ce qu'il y avait dans les prisons. Et que ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils ont enquêté sérieusement. C'est grâce aux révoltes dans les prisons, dans toutes les prisons, qui ont pu bouger, qui ont fait quelque chose pour que ça change. Il n'y a pas que Nancy, hein. C'est vrai que Nancy, moi je l'ai fait partir parce que j'ai dit pourquoi les autres et pourquoi nous on ne suivrait pas. Banater n'aurait peut-être pas été possible s'il n'y avait pas eu tout ça avant. Et là, cette période d'agitation a amené un certain nombre de changements, mais dont je suis obligé de reconnaître 40 ans après qu'ils ne sont quand même pas déterminants. J'ai un plus grand pourcentage d'accord avec les détenus. Parce qu'il faut reconnaître quand même que partout, dans les grandes grèves, tout ça et tout, c'est ce qui a fait des avancées quand même. Ce qu'on avait fait avait servi, quoi, puisque les prisons étaient plus humaines, les cantines avaient été nettement améliorées, il y avait plus de choix, c'était plus humain, quoi. Au niveau des surveillants aussi, c'était du jour au la nuit, quoi. Ça avait changé radicalement, hein. Et ça fait du bien, quoi, cette histoire de révolte, oui. Maintenant j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, j'ai changé, mais disons que je suis révolté quand même quand je vois les injustices qui se passent. Tout me révolte, même à l'âge que j'ai. Hein. Je vous dis, la dernière fois, ça doit être en 2003 ou 2004 que j'ai pu remonter. Sinon j'étais tout le temps révolté, j'en avais mort. Puis travailler pour être exploité comme on était, ça m'intéressait pas. Parce que moi je les vois, la personne qui gagne 1200 € là par mois, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec ça? C'est honteux, ça, il paye son loyer, il paye ça et ça, et qu'est-ce qu'il lui reste pour vivre? Quel loisir qu'il peut avoir? Moi ça me révolte. Hein. Quel est son avenir au mec? Il va retourner manœuvre à 500 balles de l'heure, hein? Bon, il sera toujours dans la même merde, hein? Bon, s'il aura appris en prison, il aura appris un peu plus de vices, pour quand il ressortira, eh ben, il recommencera, il cassera. Et c'est la société qui fait recommencer les gens. Hein. On te met en prison, comme je disais tout à l'heure, tu fais ta peine, tu ressors, crac, c'est pareil, ta vie, tu sens que ta vie, elle est loupée, quoi. Vous êtes détenu, vous êtes ancien détenu et tout ça, tu peux plus rentrer de nulle part, toutes les portes se ferment. Hein. Tu peux rentrer où on t'exploite le plus. Je crois que c'est ça. Alors la prison, c'est vraiment la poubelle de toutes les sociétés, quoi. Mais le côté, moi je pense que le côté que les prisons, il faut quand même qu'elles apprennent à être humaines, puis à être un peu égales quand même. Parce que si on laisse, moi je me pose la question, j'étais incarcéré aussi, tout ça et tout, si on n'est pas obligé de faire souffrir quelqu'un, hein, tout ça et tout, s'il est privé de la liberté, s'il est privé privé des siens, s'il est privé de... Mais les mutineries, c'est pas fini tout ça. Ça peut être là, encore à Nancy, là, hein, ou que ça soit à Paris ou n'importe où. Hein. Il suffit quelque chose qui ne voit pas qu'il y a de la braise sur le feu, ben les mecs ils vont pas se gêner, ils vont faire des mutineries. Hein. Un détenu se plaindra toujours, premier point. Et c'est normal. C'est normal parce qu'il est détenu et que on aura beau me dire il l'a bien voulu, il l'a mérité, il a fait un truc, mais il n'empêche que c'est une situation inhumaine d'être privé de liberté. Bon, c'est la punition, c'est comme ça, mais c'est une situation inhumaine et pour celui qui l'a subi, c'est inhumain. Premier point. Et donc humaniser les prisons jusqu'à un certain point.
ce qui est un échec, c'est la prison en tant que telle. Là, on déborde le cadre de mon interview, mais tant pis. C'est la prison en tant que telle. Mais moi, je pense que les prisons sont non réformables. C'est ça le fond du problème. Donc, il n'y a pas d'actualité quand il n'y a pas de révolte, et il y aura des révoltes périodiquement parce que ce n'est pas réformable. Donc, il faut une autre conception. Il faut réussir à penser la répression différemment. Il faut réussir à mettre les peines de substitution au cœur de notre système, dans des conditions différentes. Il faut bien évidemment créer des situations sociales qui permettent de réduire la délinquance, mais ça c'est un problème considérable. La réaction normale de l'individu, c'est la réaction de la répression. La réaction normale, c'est quelqu'un a fait mal et bon, on le punit. Et puis voilà. Et puis, comme il n'y a pas d'autre punition vraiment sérieuse que la prison, on le met en prison. Donc, c'est déjà une réaction de l'opinion publique. Si ceux qui sont en responsabilité et qui connaissent les raisons et qui connaissent la situation et qui sont compétents disent eux aussi que la seule situation est là, le mouvement d'opinion publique devient considérable. Et donc, si on veut améliorer la situation, il ne faut pas seulement faire des mesures intelligentes, malheureusement coûteuses, en partie, mais il faut aussi réussir à convaincre l'opinion publique que ces mesures sont bonnes. Or, ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'une politique pénale intelligente ne porte pas ses fruits immédiatement. Autrement dit, mener une politique pénale intelligente, cesser de faire du tout carcéral une réponse à la délinquance, c'est en définitive ne pas avoir de résultats immédiats. On sait très bien qu'il y a eu des améliorations à certains moments. L'une des plus grandes améliorations qui a supprimé la récidive, c'est à la fin du XIXe siècle, lorsqu'un sénateur qui s'appelait M. Béranger a inventé deux choses. Le sursis, qui n'existait pas avant, et la libération conditionnelle. Ça a fait régresser la délinquance. Bon, c'est un fait. Mais après, ça a été réabsorbé. Hein. Mais c'est une politique à long terme, mais il faut une politique courageuse. Je ne sais pas si ce gouvernement qui va avoir à faire face à des problèmes considérables, géopolitiques aussi, des problèmes économiques énormes, etc., je ne sais pas s'il aura le courage d'affronter l'opinion publique sur un sujet comme ça. Il faudrait pourtant qu'il le fasse. Il nous restait en guise de conclusion à prendre la route en direction de Nice pour discuter avec l'ancien détenu, écrivain et militant Serge Livrozet. Fils d'une mère prostituée et d'un père inconnu, Livrozet quitte l'école à 13 ans, commence un apprentissage de plombier chauffagiste et devient cambrioleur, d'abord par nécessité, puis par conviction. En prison, Livrozet découvre le travail du philosophe Michel Foucault, avec qui il entame une correspondance. Lorsqu'il sort de la centrale de Melun fin 72, Livrozet devient un ami proche de Foucault. Ensemble, les deux hommes vont fonder le CAP, le Comité d'action des prisonniers, sorte d'émule plus radicale du groupe d'information sur les prisons, porté par des intellectuels encore trop frileux, d'après Serge et sa bande. En 1973, Livrozet publie son premier livre, De la prison à la révolte. Foucault signe la préface et évoque l'expression forte d'une certaine pensée populaire de la loi et de l'illégalité. Aujourd'hui, à 72 ans, Livrozet ne milite plus. Il a quitté l'agitation parisienne pour se réfugier sur les hauteurs de la Bénissoise. C'est là qu'il nous a reçus pour élargir la réflexion sur le problème de la généralité de la délinquance alimentaire, de la fonction de la prison, et pour nous expliquer pourquoi il considère avec 40 ans de recul son combat militant et celui des détenus des années 70 comme un échec. La prison en est le même, et le reste est la prison. Que tu mettes des femmes en tutu à la télévision, etc., ça ne changera jamais rien en enfermement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est pourquoi on enferme les gens. C'est ça. Pour quelle raison fondamentale on incarcère des gens. Tu rentres pas dans le moule quand tu es à l'école. Tu es un dissident. Tu rentres pas dans le moule quand tu vas travailler. Tu es un dissident. À un moment donné, il y en a qui vont plus loin,
et qui vont jusqu'à la délinquance. Tu es un hyper-dissident. Donc, il y a une gradation, comme ça, qui se fait peu à peu. Et si tu es conforme au moule, on ne te remettra jamais. Le problème, c'est quand tu sors du moule. Tu sors du passage clouté, tu deviens un délinquant. Et cela, il faut les réprimer d'une autre manière que de la façon dont on l'avait fait jusque-là. Donc la prison. Et dans la prison, il y a le cachot. Pour réprimer ceux qui échappent au moule de la prison. Et puis après, alors tu as la folie. Mais il pense comme ça, c'est qu'il est fou. Et la prison, sa fonction, c'est ça. C'est de culpabiliser celui qui va en prison, de manière telle que la responsabilité pèse sur lui et non point sur la société. Jamais la société n'osera poser un regard critique sur elle-même. Donc il faut des abrutis comme moi, finalement, qui se sont montés le bourgeon, pour croire réussir à faire porter la responsabilité de la généralité de la délinquance alimentaire sur la société et non pas sur l'individu. Ultérieurement, quand je suis devenu délinquant, ce que la société aurait souhaité, c'est que je fasse mon mea culpa. Mais j'ai jamais fait mon mea culpa, moi. Moi, j'ai aujourd'hui 72 ans, je n'ai jamais un moment regretté ce que j'ai fait. Et pourtant, j'en ai fait. Je n'ai jamais cessé de dire que le droit de légitime défense du pauvre, c'est de se défendre contre l'abus des riches. Donc quand je vois quelqu'un qui est riche, si je suis fauché, je vais le voler. Parce que je considère que pour être riche, il faut avoir volé. On ne peut pas être riche sans avoir triché, trompé, volé, escroqué. Donc, je considère mes actes criminels, puisque je ne suis pas sur d'assises, c'est quand même un crime. Or, j'ai jamais fait ça à quelqu'un pour le voler, mais puisque je faisais ça la nuit, des coffres, et tout comme ça. Mais pour être criminel, il suffit de 3 circonstances aggravantes et tu deviens un criminel. Moi, je considère toujours, comme je l'ai considéré dès l'instant où je suis devenu délinquant, que c'est légitime de vouloir. D'ailleurs, les libertés, on ne se trompe pas quand ils disent la reprise individuelle. Ils ne parlent pas de vol, c'est de la reprise. Moi, je ne me suis jamais occupé de la légalité. Je me suis toujours occupé de la légitimité. La légalité, c'est quelque chose qui émane d'une classe sociale. La légitimité, c'est ce qui émane de une logique rationnelle. Est-ce que vous regrettez les délits que vous avez commis? Si je regrette les délits que j'ai commis, non, sincèrement. Michel Foucault, j'avais entendu parler de lui, mais il était moins connu que ça. Et je me dis, il est bien ce mec. Et donc, le groupe Information Prison, pour moi en tous les cas, qui était en prison, c'était bien. C'était formidable. Le GIP, ça a été pour moi un grand moyen d'évoluer intellectuellement, parce que j'en étais pas au stade où j'en étais. Évidemment, dès que je sors, je prends en contact avec Michel. Le GIP, pour moi, c'était quand même un parangon. Et on fait une réunion, parler, tatati, tatata, on sympathise énormément avec Michel, de faire et là. Et c'est là que me vient à l'esprit
au moment peu après les révoltes d'ailleurs. Et je dis aux copains, le GIP c'est bien, mais ce serait mieux qu'on crée le comité d'action des prisonniers, le CAP. J'ai un peu d'émotion parce que ça me rajeunit là, c'est sur moi que je suis en train d'avoir de l'émotion. Je me montais le bourrichon énormément. Et il faut comprendre que, à l'époque, moi je comptais faire la révolution. Quand on crée le CAP, pour moi, le but c'est d'orienter la révolte spontanée des détenus. Il passe 120 000 à l'époque prisonniers par an. Je me suis dit, 120 000 types qui ont le courage d'affronter la société, qui commencent à s'inspirer de principes révolutionnaires, c'est un peu l'école de Chimine pendant la guerre du Vietnam. On va les pousser à faire des choses, ça fait du monde, 120 000 personnes. Depuis 2 ans que le comité d'action des prisonniers existe, il a créé un journal qui s'appelle Le CAP, qui est tiré à 5000 exemplaires, et nous avons des buts précis, qui n'ont jamais été pris en considération, qui sont la suppression du casier judiciaire, qui sont la suppression de l'interdiction à séjour, le droit au SMIC, quand on travaille, c'est-à-dire un travail égal, salaire égal, et nous avons le but d'informer également. Nous informons la population, les gens, contrairement à ce que dit la presse d'ordinaire, sur les véritables conditions de détention et sur ce que sont véritablement les détenus, qui sont des ouvriers. 95% des gens qui sont emprisonnés sont des ouvriers. C'est clair. Je ne sais plus quel journal, si c'est l'Aurore à l'époque ou le Figaro, enfin des journaux de droite. Les prisonniers ont même réclamé les congés payés. Et connard, on travaille 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'a jamais de congés payés. On est ouvriers. On n'a pas la sécurité sociale, on n'a pas le certificat de travail à la sortie, où on réclamait ça aussi. Ce qu'un ouvrier ordinaire réclame. La devise du comité d'action des prisonniers, c'est de dire les chaînes des prisonniers sont les mêmes que celles des gens qui n'ont aucun pouvoir sur leur vie, elles sont simplement plus visibles. C'est un avantage, parce que quand tu as les chaînes, tu les vois physiquement. Mais quand on t'enchaîne psychologiquement, j'ai toujours mal au cœur, tu vois, je suis sorti de ma condition ouvrière, mais j'ai toujours mal au cœur de sans vouloir taper sur les ouvriers, parce que je suis un ancien ouvrier. Mais le constat est inévitable. À moins de se mettre des œillères, qu'on met aux chevaux, faut pas qu'ils regardent de côté. Et j'ai de l'émotion parce que j'ai de la peine pour ces gens qui ne voient pas avec lucidité leurs conditions. Et qui sont complices de leur propre emprisonnement finalement. Soit par les traditions, soit par le sport, soit par les danses de Saint-Guy, soit par les religions, soit par les dieux, soit par... Tout ça, c'est fait pour les abrutir, c'est pas leur faute. Mais ça me fait de la peine pour eux. Parce que ça ne changera pas. Parce que je me dis, voilà les gens à qui tu peux apporter quelque chose et qui n'écoutent pas, qui n'écoutent que ceux qui les trompent, qui depuis des siècles, les abusent, les exploitent. Ça date pas d'hier, ça date de 4000 ans, 5000 ans. Le seul avantage, c'est d'en avoir conscience et de vouloir sortir de cet abrutissement. C'est ça l'important. Mais j'ai conscience, au contraire, qu'ils ne veulent pas s'en sortir. On les met dans un nirvana, on les met en transe, mais surtout, on ne veut pas qu'ils sortent de là. Et j'ai de la peine pour eux, mais sincèrement. Alors, quelle conclusion tirer de ça, quand tu le constates et que tu sais que tu as raison? Parce que je sais que j'ai raison. Et c'est parce que j'ai raison que précisément je suis parti de ce monde-là, de ce monde
où je sais que je vais être ou bouffé, ou que ça mènera à rien. Ça mènera à rien. Autant dire amène à tout, ça mène à rien, autant militer, ça mène à rien aussi. C'est mon point de vue, aujourd'hui. Mais je fais un monde honorable, et ce qui m'occasionne le plus de chagrin intellectuellement, qui motive mon émotion, c'est que tout ce que j'ai fait avant, ça ne servait à rien. Même l'interview que tu es en train de filmer et d'écouter, ça servira à rien. Je suis désolé de te décevoir, mais je suis lucide. Je le fais parce que tu m'as été sympathique par tes courriels, tout ça, mais je le fais sans illusion. Il me viendra jamais du chagrin de repenser à cette émission, je vis encore 5-10 ans, j'en sais rien. Mais j'ai du chagrin pour les espérances que j'avais, parce que je constate qu'elles étaient illusoires. Et ça fait mal au cœur quand même, tu vois.